Ils ont tous essayé de recopier Resident Evil. Mais aucun n'a jamais réussi à recréer ce qui rend cette licence unique. Parce que Resident Evil n'est pas juste un jeu d'horreur. Personne n'a réussi à copier Resident Evil, et c'est exactement pour ça qu'il est immortel. Depuis presque 30 ans, des dizaines de jeux ont essayé de reproduire sa formule. Certains ont repris ses zombies, d'autres son ambiance, parfois même sa caméra ou juste son gameplay. Mais aucun n'a jamais réussi à capturer ce qui fait vraiment Resident Evil. Parce que Resident Evil, ce n'est pas juste de l'horreur, c'est une alchimie très précise entre tension, level design et narration. Et surtout une capacité unique à se réinventer sans jamais disparaître. Là où d'autres licences meurent en restant figées ou se perdant en changeant trop, Resident Evil, lui, survit. Mieux que ça, il domine encore. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi personne n'arrive à le copier, pourquoi même ses propres erreurs l'ont rendu plus fort, et pourquoi après autant d'années, Resident Evil est peut-être la licence la plus immortelle du jeu vidéo. Depuis le premier Resident Evil, la licence repose sur un équilibre extrêmement fragile, entre plusieurs éléments qui, pris séparément, ne fonctionnent pas forcément. Il y a de l'exploration, lente, presque méthodique. Il y a la gestion des ressources, qui oblige à réfléchir avant d'agir. Il y a les énigmes, qui cassent le rythme de l'action. Et puis il y a la peur, mais une peur qui n'est jamais constante. C'est là que beaucoup de jeux se trompent. Ils pensent que Resident Evil fonctionne grâce à ses monstres, ou à son ambiance oppressante. Alors, ils forcent l'horreur, multiplient les jumpscares, rendent leur expérience plus intense, plus bruyant, plus spectaculaire, mais en faisant ça, ils oublient l'essentiel. La peur dans Resident Evil ne vient pas de ce que le jeu montre, mais de ce qu'il fait attendre. Le joueur n'est jamais totalement en sécurité, mais il n'est jamais non plus complètement sous pression. Il avance, il explore, il revient sur ses pas, il ouvre un raccourci, il respire, puis soudainement tout bascule. Un ennemi apparaît, une ressource manque, une porte reste fermée, et cette alternance-là, constante, crée une tension beaucoup plus profonde que n'importe quel effet de surprise. C'est exactement ce qu'on ressent dans des lieux comme le Manor Spencer ou le commissariat dans Raccoon City dans Resident Evil 2. Des espaces qui ne sont pas juste là pour te faire peur, mais pour être compris, maîtrisé et apprivoisé, avant de redevenir dangereux. C'est ça que personne n'arrive vraiment à copier, parce que ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas une recette, c'est une sensation construite sur des dizaines de petits choix invisibles et parfaitement calibrés. On peut recréer l'apparence de Resident Evil, on peut même s'en rapprocher, mais reproduire cet équilibre précis, presque instinctif, ça, c'est une autre histoire. Ce qui rend la licence Resident Evil unique, ce n'est pas seulement ce qu'il est, c'est vraiment aussi sa capacité à changer. Là où beaucoup de licences s'accrochent à une formule jusqu'à l'épuisement, Capcom a fait un choix beaucoup plus risqué, c'est-à-dire évoluer quitte à tout remettre en question. Quand la formule classique commence à s'essouffler, ils prennent un virage radical avec Resident Evil 4, la caméra change, le rythme s'accélère, l'action prend le dessus. Sur le papier, c'est presque une trahison finalement de l'ADN original de la licence. Et pourtant, ça fonctionne. Puis quelques années plus tard, le problème s'inverse. La licence devient trop orientée action, perd en tension, en identité. Et là encore, au lieu de continuer dans cette direction, ils reviennent à quelque chose de plus intime, plus oppressant, avec Resident Evil 7 du hasard. Et c'est ça qui est fascinant. Resident Evil n'est jamais resté figé, mais il n'a jamais évolué au hasard non plus.
Chaque changement répond à un besoin précis, à un moment où la licence aurait pu s'effondrer, mais choisit au contraire de se réinventer. Là où beaucoup de jeux évoluent en perdant leur identité, Resident Evil fait l'inverse. Il change pour mieux la préserver. Il ne reste pas le même, il reste reconnaissable. Leon, what's your sit rep? I'm going after Victor. Ce qui est fascinant avec Resident Evil, ce n'est pas seulement son gameplay ou son horreur, c'est aussi la manière dont la licence existe dans l'imaginaire collectif, même en dehors des jeux. Très tôt, Capcom comprend quelque chose d'essentiel. Pour qu'une licence dure, il ne suffit pas qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit reconnaissable instantanément. Et pour ça, Resident Evil ne mise pas uniquement sur ses monstres ou ses virus, il construit une identité autour des personnages forts, simples à identifier mais marquants. Des figures comme Leon Scott Kennedy ne sont pas seulement des protagonistes de jeux vidéo, ils deviennent des symboles, une silhouette, une attitude, une présence suffisent à les rendre reconnaissables, même pour quelqu'un qui n'a jamais touché à la série. Mais le vrai travail de Resident Evil ne s'arrête pas là. La licence construit aussi une cohérence visuelle très forte, des laboratoires, des corporations comme Umbrella, des environnements cliniques, des villes contaminées. Peu importe l'épisode, on sait immédiatement qu'on est dans Resident Evil, et c'est là que le marketing devient intelligent. Ce n'est pas un marketing basé uniquement sur la publicité ou les trailers, c'est un marketing basé sur l'identité, sur le fait que chaque image du jeu est déjà une promesse reconnaissable. Là où beaucoup de jeux essaient de surprendre en changeant d'univers ou de ton, Resident Evil fait l'inverse, il rassure par sa cohérence et paradoxalement, c'est cette cohérence qui le rend omniprésent. On s'attaque à un sujet plus récent. Les remakes de Resident Evil ne sont pas juste des versions améliorées ou des jeux refaits pour profiter de la nostalgie, hein. Ils font partie d'une stratégie beaucoup plus intelligente, montrer que la licence n'est pas bloquée dans le passé, mais qu'elle peut se réinterpréter. Avec Resident Evil 2, Capcom ne se contente pas de moderniser un jeu culte, il transforme complètement la manière de le vivre tout en gardant son identité intacte. Le commissariat, la tension, la progression lente, tout est repensé pour un public moderne, sans trahir ce qui faisait la force de l'original. Et avec Resident Evil 4, ils vont encore plus loin. Là où le jeu original avait déjà marqué un tournant majeur dans la série, le remake ne cherche pas à corriger ou à remplacer, il cherche à affiner, à renforcer ce qui fonctionnait déjà, tout en rendant l'expérience plus cohérente, plus moderne, plus dense. Ce qui est intéressant, c'est que ces remakes ne donnent pas l'impression d'un manque d'inspiration. Au contraire, ils donnent l'impression d'une maîtrise totale de leur propre héritage. Là où beaucoup de licences refont leurs anciens jeux parce qu'elles n'ont plus d'idées, Resident Evil les refait parce qu'il y a encore quelque chose à dire. Comme si chaque version n'était pas un remplacement mais une nouvelle lecture du même matériau. Et ça renforce une chose essentielle, la licence n'est pas figée dans le temps. Elle peut regarder son passé, le transformer et en faire quelque chose qui reste pertinent encore aujourd'hui. C'est souvent dans les détails que Resident Evil devient vraiment intéressant. Et c'est parmi ces détails, il y en a un que beaucoup de jeux d'horreur échouent à maîtriser, le rythme. Parce que l'horreur, ce n'est pas juste une question d'intensité. Ce n'est pas juste une montée constante de stress ou une succession de moments choquants. Dans Resident Evil, la peur fonctionne comme une respiration. Il y a des moments de tension pure où le joueur est en alerte maximale. Mais juste après, il y a des phases plus calmes. Exploration, gestion de l'inventaire, retour en arrière, résolution d'énigmes finalement. Et c'est précisément cette alternance qui rend tout le reste plus efficace. Dans Resident Evil 2, par exemple, le joueur n'est jamais constamment sous pression. Il apprend à reconnaître les lieux, à se repérer, à optimiser ses déplacements. Et puis au moment où il commence à se sentir en contrôle, le jeu reprend ce contrôle. Et c'est ce va-et-vient permanent entre maîtrise et perte de contrôle qui crée une tension durable. Pas une peur qui fatigue, mais une peur qui revient toujours plus forte. Là où beaucoup de jeux d'horreur saturent le joueur en stress, dans Resident Evil, ça fait l'inverse. Il dose, il laisse respirer pour mieux frapper ensuite. Et c'est peut-être ça, au fond, qui rend la licence si difficile à copier. Parce que ce n'est pas une question d'éléments isolés, mais de rythme global. Une structure invisible mais essentielle, qui transforme chaque moment calme en potentiel danger.
Your favorite, I believe? Excellent timing, Ada. Au fond, si Resident Evil a traversé les années sans jamais disparaître, ce n'est pas parce qu'il a toujours été parfait. Ce n'est pas non plus parce qu'il a simplement eu de bons jeux ou de bons personnages marquants. C'est parce que la licence repose sur quelque chose de beaucoup plus rare, une compréhension globale de ce qui fait une expérience, une alchimie précise entre exploration, tension, gestion des ressources, mise en scène, une capacité à évoluer sans se trahir, une identité forte, immédiatement reconnaissable, même quand la formule change, et surtout un sens du rythme qui transforme chaque instant en tension. Tout ce que Resident Evil est, les autres jeux peuvent en copier des morceaux, l'ambiance, les zombies, la caméra, même les mécaniques. Mais ils finissent toujours par manquer quelque chose d'invisible. Parce que le vrai secret de Resident Evil n'est pas un élément en particulier, c'est la manière dont tout fonctionne ensemble. Et, et tant que cet équilibre restera aussi difficile à reproduire, la licence, elle, continuera d'exister.